Mes journées étaient devenues un vrai calvaire. Je n'avais le droit de rien faire. Je me levais beaucoup plus tôt que tout le monde, je me couchais beaucoup plus tard que tout le monde. Ma journée était se lever, faire la vaisselle, faire à manger pour les autres, les accompagner à l'école, revenir, balayer la maison, laver les vêtements de tout le monde, puis sans oublier les coups et les insultes à la longueur de la journée. Je n'avais le droit de rien, ni le droit d'aller à l'école pendant que tout le monde partait à l'école. Moi, je ne pouvais pas y aller. Le peu de temps de sommeil que j'avais, c'était 3 ou 4 heures par nuit. J'ai passé mon temps à pleurer. J'ai pleuré la mort de mon père et de ma mère, mort d'un accident de voiture, partis si tôt, me laissant moi-même, je n'avais que 16 ans, avec mon frère et ma soeur qui ont été séparés de moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe très bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Nadège qui aujourd'hui vit en France par la grâce de Dieu, mère d'un joli petit garçon et elle a pu faire venir son petit frère et sa petite sœur en France. Donc leur vie, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont le sourire. Enfin, ils ont le sourire. Donc Nadège, elle veut relater son histoire dans le but de sensibiliser et puis de montrer que voilà, à quelque chose, malheur est bon. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Donc aujourd'hui, Nadège, elle est en France, comme je vous ai dit, mais son histoire, ça se passait quand elle avait 15 ans. Donc lorsqu'elle avait 15 ans, elle a perdu son père et sa mère alors qu'elle avait son petit frère et sa petite sœur qui étaient encore en bas âge. Et suite à cela, à cet accident, la famille paternelle a décidé de pouvoir, la famille plutôt maternelle, a décidé de les récupérer. Une de leurs tantes, de les récupérer Nadège et les deux autres petits, ils sont partis du côté paternel. Et Nadège est partie. Au départ, tout allait très bien. Tout se passait bien. Elle a été accueillie. On lui a montré la chambre où elle devait dormir avec ses cousins, ses cousines, et la tante avait trois autres enfants. Et par la suite, le calvaire commence parce qu'elle a été déscolarisée. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle était là. Elle devait gérer la maison. Elle était devenue en quelque sorte la bonne à tout faire. Elle devait. Ses journées ressemblaient à ce que elle s'élève le matin. Elle doit faire la vaisselle. Elle doit préparer le petit déjeuner de tout le monde. Elle doit faire le repassage des uniformes des autres enfants qui partaient à l'école, c'est-à-dire faire à manger, les accompagner à l'école et revenir, faire les courses, balayer la maison, également laver les vêtements. Vous savez, comme en Afrique, c'est pas tout le monde qui a une machine à laver, donc laver les vêtements de tout le monde et sans oublier les insultes et puis des coups que la tante lui donnait parce que tout simplement elle n'a pas bien fait telle chose, on lui avait dit de faire telle chose, elle n'a pas eu le temps, donc sa vie était un vrai calvaire. Et Nadège ne dormait pas beaucoup, elle dormait à peu près par nuit, 3 à 4 heures par nuit, parce qu'elle devait se lever beaucoup plus tôt que tout le monde, et attendre que tout le monde soit couché pour qu'elle puisse se coucher. Et surtout, avant de se coucher, il fallait déjà débarrasser, faire nettoyer, tout ça. Donc le temps qu'elle puisse aller se coucher, il se faisait déjà très tard. Parfois, il était minuit, 1 heure du matin, alors qu'elle devait se réveiller peut-être vers 4 heures du matin. Elle était maltraitée. Déjà, parfois, elle dormait affamée, c'est-à-dire c'est elle qui prépare, mais on décide de ne pas lui donner à manger. Sa tante lui disait, tu te sers pas, tu attends que tout le monde mange. Et parfois, quand tout le monde mangeait, il restait rien. Elle pouvait faire 2 ou 3 jours sans rien manger. Elle buvait que de l'eau ou parfois même elle faisait que elle buvait du thé, c'est-à-dire l'eau avec du sucre pour pouvoir tenir. Et tandis que les autres mangeaient à leur faim et elle n'avait droit à rien. C'est-à-dire la maltraitance s'empirait. En fait, ça montait en crescendo de jour en jour, tant bien psychologique que physique en fait. Donc les insultes, même le mari, au point où même le mari de sa tante qui au départ était réticent, qui empêchait sa tante de pouvoir déposer certaines actions, lui aussi il avait commencé. En fait, il avait commencé parce que tout simplement le mari, il avait un jour tenté une action que Nadège n'avait pas cédé et donc le mari, à partir de là, il a commencé vraiment, c'est-à-dire il a pris la position des méchants mais pire que ce que la tante faisait. Et il disait à Nadège à chaque fois que non, de toute façon, tu n'es rien. Il le rappelait, tu n'es rien ici, tu n'as pas des parents, tu es orpheline. Tu sais qu'à tout moment, on peut te mettre dehors. Et un matin, comme chaque matin, sa tante est venue la réveiller. Et ce jour-là, elle n'avait pas très bien dormi et elle n'était pas très en forme, lui disant que écoute, viens repasser l'uniforme parce que l'autre uniforme a été taché. Et Nadège, elle est venue, elle était très fatiguée, elle ne se sentait pas bien. Elle a pris le fer comme toujours, elle a commencé à repasser et par erreur, elle a brûlé l'uniforme de la petite. Elle a appelé sa tante, sa tante est venue, sa tante, elle a pété un plomb.
Elle a dit, elle a commencé à crier dans toute la maison au point où tout le monde s'est réveillé. Le mari, les autres enfants, donc elle a pris le fer. Sur le coup, Nadège, elle s'y attendait, puis elle lui a mis sur le dos. Et Nadège, elle a dit, je ne réalisais pas ce qui se passait. Mais c'est après quelques minutes, j'ai commencé à agoniser de douleur. J'ai crié, personne était là. Limite, j'étais seule alors qu'il y avait du monde à la maison. La maltraitance était de plus en plus tellement, elle mangeait pas beaucoup, mais elle travaillait énormément. Elle pouvait travailler vraiment de 4 heures jusqu'à quasi minuit non-stop. Elle sentait plus son corps. Elle se sentait pas bien. Son corps commençait à lâcher. Elle était devenue de plus en plus faible, amaigrie, très amaigrie, et elle est partie dire à sa tante, je me sens pas bien, je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Sa tante commençait à lui dire, mais non, moi je n'ai pas d'argent à t'emmener de toute façon à l'hôpital, tu n'es pas venue ici pour nous ruiner. Sa tante commençait à lui dire toutes les méchancetés, et elle était là affaiblie. Elle est allongée, elle n'arrivait plus à rien. Et le matin, comme tous les matins, elle doit se lever pour faire ses corvées de la journée, et sa tante l'appelle. Elle n'avait pas de voix pour même ne puisque dire j'arrive. Elle n'avait pas de voix, elle était incapable de s'élever. Sa tante, elle a fait bouillir l'eau. Elle est venue avec l'eau et sa tante lui a jeté de l'eau. L'eau était tellement chaude. Elle criait, mais ça ne sortait pas parce qu'elle n'avait tellement pas de voix. Elle dit, elle n'avait tellement pas de voix. Elle criait de douleur au fond d'elle. Et là, sa tante, elle est venue, elle l'a secouée. Tu t'élèves. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, de l'histoire de Nadège, de ce qu'elle vivait dû à la perte de ses parents. Cette histoire nous permet de sensibiliser, c'est-à-dire de sensibiliser sur les traitements que subissent certains enfants. Bien que, heureusement, ça n'arrive pas dans toutes les familles. Il y a d'autres enfants qui ont perdu leurs parents ou un de leurs parents qui ont été bien accueillis à la famille maternelle ou aux familles paternelles, qui ont grandi vraiment, en fait, dans des bonnes conditions, et ça, c'est très bien. Mais bien aussi d'enfants subissent des traitements qui sont injustes, c'est-à-dire parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils sont vulnérables, ils n'ont plus des parents. Donc, c'est-à-dire, ils sont à la merci de tout le monde. Donc, on tient aussi à sensibiliser sur ces traitements. Madame, monsieur, toi qui accueilles l'enfant de ta sœur, l'enfant de ton frère ou l'enfant de, je ne sais pas, d'un membre de ta famille, traite cet enfant comme ton enfant. Il est important parce que tu ne sais pas qui tu es en train d'élever. Il se peut que tu es en train d'élever le futur président. Donc, même pas qu'il y ait un futur président, mais traite l'enfant comme ton propre enfant. Ne fais aucune différence avec cet enfant. Pourquoi tu ferais la différence entre tes enfants et l'enfant de ta sœur ou de ton frère ou je ne sais pas, ou de ton cousin, de ta cousine? Donc l'histoire de Nadège, en fait, nous pousse vraiment aujourd'hui à réfléchir et à poser, c'est-à-dire cette question sur les traitements des enfants qui n'ont plus des parents ou des enfants qui vivent loin de leurs parents. Donc c'est triste d'en arriver là, c'est-à-dire un enfant parce qu'il est aussi jeune, le fait qu'il a perdu, il y est pour rien. L'enfant n'est pour rien sur la perte de ses parents. Donc vraiment, on doit tous prendre, c'est-à-dire cet sujet à cœur, le porter à cœur. Et toi aujourd'hui, peut-être qui me regarde, tu as dans ta maison un enfant qui ne t'appartient pas. Questionne-toi, est-ce que toi tu le traites comme ton propre enfant ou tu le traites différemment ou tu le traites comme Nadège? Est-ce que tu as une Nadège chez toi que voilà tu maltraites ou que tu considères comme ton propre enfant? C'est vraiment important. Je pense que voilà, chacun de nous doit se questionner, doit porter ce sujet à cœur, parce que combien de jeunes filles aujourd'hui ont perdu leur vie ou ont été des vies qui ont été détruites à cause de ces traitements, sans oublier des enfants qui se retrouvent à la rue. Il est important vraiment de changer ces traitements, de pouvoir vraiment considérer, revoir les choses, et que ces enfants, peu importe que voilà tu perds tes parents ou peu importe que tu vis loin de tes parents, peu importe, en tout cas, si tu accueilles un enfant chez toi, je pense qu'il faut que tu l'accueilles comme ton enfant, tu l'élèves comme ton enfant et que tu considères cet enfant comme ton enfant, parce que tu ne sais pas dans la vie qui peut t'aider. Dans la vie, tu ne sais pas qui peut t'aider. Peut-être que l'enfant que tu es en train d'élever là, c'est cet enfant qui va t'aider par rapport à tes propres enfants. Peut-être que tu es en train d'élever un ange qui sera peut-être demain à la base de ton élévation. Donc, toi qui élèves un enfant d'autrui chez toi, considère cet enfant, aime cet enfant, considère-les comme ton enfant, éduque-les comme ton propre enfant avec amour et joie. Revenons à l'histoire de Nadège pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. Vu ce qui s'est passé, donc ça devenait de plus en plus dur pour Nadège. Elle n'en pouvait plus de cette vie. Elle a décidé d'en finir avec parce qu'elle voyait sa vie de plus en plus en danger. Donc elle a décidé de s'enfuir avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, sachant qu'elle n'avait que 17 ans. Donc les deux sont partis au Maroc. Et arrivée au Maroc, elle pensait trouver le sourire à nouveau, mais c'était pire. C'était bien pire que ce qu'elle vivait encore chez sa tante. C'était une autre forme de violence en fait, mais encore plus violent que ce qu'elle vivait. Et donc là, elle était enfermée
dans une maison avec 4 autres filles. Ils avaient droit à rien. Elle était abusée matin, midi, soir et c'était un vrai calvaire pour elle. Et donc, ces calvaires, ça a duré 2 ans où elle subissait voilà, des traumatismes à la longueur de la journée. 2 ans. 2 ans s'est écoulé jour pour jour, donc on parle bien de 2 ans. Vous imaginez 2 ans qu'elle a enduré ces sévices, 2 ans qu'elle subissait, 2 ans qu'elle subissait elle était abusée, 2 ans qu'elle était droguée. Vous imaginez un peu, on parle de 2 ans. Hein. On parle pas d'un jour, on parle de 365 jours multipliés par 2. Elle ne savait même plus qui elle était. Elle ne se reconnaissait plus quand elle se regardait dans le miroir. Elle ne savait pas qui elle était. Au point, elle oubliait même son prénom. Il y a d'autres filles qui sont arrivées. Elle a dit, les bureaux, c'est-à-dire des personnes en tête de ces réseaux ne savaient plus quoi faire d'elle, en fait. Elle ainsi que les 4 autres filles, en fait, puisqu'elles étaient selon elles, c'est d'après leur dire un peu périmées. Donc, du coup, c'est que les personnes l'ont fait. Et apparemment, ces personnes, ces gangs-là ont l'habitude, en fait, d'envoyer les filles en mer, c'est-à-dire à traverser, parce que simplement, il y a beaucoup qui périssent, parce qu'ils savent que voilà, au moins, on les envoie en mer et elles vont périr d'elles-mêmes. Du coup, ils ont été mis dans un zodiaque. Et en étant là-bas, elle a dit, ils étaient environ une trentaine à 45, voire à peut-être 50. Elle dit, en tout cas, elle savait pas. Mais en tout cas, les zodiacs étaient très petits et il y avait beaucoup de personnes, donc c'était en surcharge. Elle n'avait plus d'espoir, elle partait. Elle ne savait qu'elle était déjà probablement sous des produits nocifs. Et quand ils sont arrivés, elle a dit, ils n'étaient pas très loin de la côte espagnole. Et là, le zodiaque s'est percé et donc tout le monde a commencé à couler. Et elle, inconsciente qu'elle était, mais elle dit, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je peux pas trop raconter parce que j'étais vraiment pas du tout dans l'état. Je ne savais rien et j'ai su juste quand je me suis réveillée à l'hôpital. Je me suis réveillée à l'hôpital. Là, j'ai vu qu'on était en train de m'examiner, de me faire des radios, de l'échographie. Je ne savais pas. Et là, on m'a appris que j'étais enceinte. J'étais enceinte de 5 mois. Et donc là, après l'hôpital, avec tous ces examens et avec dans son état des femmes enceintes, elle a été transportée dans un centre de détention où elle a dit, elle a été vraiment, la prise en charge était top. Elle a été très bien traitée. Donc ils ont demandé, elle a dit à cette époque-là, c'était en 2017, en 2017, on parle de 2017-2018, ils leur ont demandé c'était quoi leur destination. Et elle s'est souvenue que quand ses parents étaient en vie, elle parlait souvent avec une de ses tantes qui était en France, à Paris. Donc elle a dit France. Et donc ils ont décidé, ils ont payé le billet, ils l'ont mis dans le bus. Elle dit elle était avec une des personnes, une des naufragés. Donc ils étaient 2, ils sont partis, les autres sont partis en Angleterre, d'autres en Allemagne. Donc ils ont pris les bus et une fois qu'ils sont arrivés à Paris, elle ne savait pas du tout quoi faire parce qu'elle n'avait pas de numéro, elle n'avait aucun numéro. Donc elle savait pas. Et ce qui s'est passé, la fille avec qui elle était, elle avait un de ses oncles qui venait la récupérer. Et donc, parce que tout le monde avait appelé, elle a vu qu'elle n'avait pas de numéro, elle n'avait pas pu prévenir quelqu'un. Donc la fille lui a dit, écoute, on peut partir chez mon oncle, on va te loger pendant 2 jours en attendant que tu trouves une solution. Peut-être, tu appelles peut-être au pays, tu appelles quelqu'un pour pouvoir qu'il puisse venir te récupérer. Vu que tu es enceinte, on va pas te laisser. C'était en plein hiver et donc elle est partie là-bas. Elle a dit, mais là où son oncle vivait, c'était aussi dans un petit studio. C'était compliqué. Et au bout de 2 jours, elle a dit, la fille lui a dit et son oncle lui a dit, vous savez comment ça se passe ici en France, les gens parfois ils aiment pas trop loger les gens. Il lui a dit, écoute, pars ou au moins où tu vas voir une assistante sociale ou tu appelles 115, je ne sais pas, mais tu t'es débrouillée. Elle ne connaissait personne, elle n'avait pas de téléphone, elle n'a rien. Donc par où commencer, elle ne savait pas. Donc ce qu'elle fait, elle s'est baladée de métro en métro, en fait, en demandant de l'aide, en espérant avoir au moins une aide de quelqu'un. Mais vous savez, on est dans un pays où dans ces pays, il y a trop, chacun, en fait, ça court surtout à Paris, en région parisienne, où ça court à 100 à l'air de partout, donc personne ne l'a calculé. Par miracle, elle a rencontré quelqu'un, une personne, en fait, qui habite à Nantes. La personne lui a expliqué que non, elle ne réside pas à Paris, mais elle habite à Nantes. Et si elle souhaite venir peut-être faire ses démarches à Nantes, ça serait très bien. Et donc, elle a accepté, Nadège a accepté, la personne lui a payé les billets. Une fois arrivée, la personne lui a expliqué, voilà, tu fais ça, 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 et la personne est partie. Et elle est restée, elle s'est baladée, elle a dormi dehors jusqu'à ce que, elle était fatiguée, elle mangeait pas, sachant qu'elle était enceinte des 5 mois avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a dit le traumatisme qu'elle avait déjà vécu, de la traversée, tout ça. Son corps a fini par lâcher et à son réveil, elle s'est réveillée sur le lit d'hôpital, donc au CHU de Nantes.
Et la suite, c'est encore plus intéressante parce qu'aujourd'hui, Nadège vit très bien. Elle a une situation très stable. Elle a été régularisée. Elle a son enfant se porte à merveille et elle a pu faire venir son frère et sa sœur. Et quand elle trouvera, elle n'a pas pu venir simplement elle-même vous raconter son histoire par contrainte, des contraintes personnelles et familiales. Mais quand elle pourra, elle-même, elle viendra pour pouvoir vous relater en plus en détail encore son histoire et vous dire peut-être des détails que moi, je vous ai pas communiqués. De cette histoire de Nadège, on peut tirer plusieurs leçons. La vie qui s'impose aux enfants qui ont perdu leurs parents. C'est-à-dire une vie qui est indépendante de leur volonté, en fait. C'est-à-dire ces enfants-là prennent parfois des chemins contraires à ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils veulent soit mettre fin à la souffrance, soit, c'est-à-dire à la recherche d'un quelconque sourire afin de pouvoir simplement vivre comme les autres. Voilà, malgré cette souffrance qui peut s'imposer à vous ou les personnes qui sont en train peut-être de vivre cette souffrance actuellement, continuez à croire. Dans la vie, on dit parfois à quelque chose, malheur est bon. Chacun a son parcours de vie, chacun a son chemin, chacun a ses combats. Peut-être ça fait partie de votre combat de vie, mais la lumière arrivera toujours un jour. Croyez, continuez à croire, faites de votre mieux, tenez bon, ne lâchez pas parce que un jour ou l'autre, le sourire viendra. Toi qui traverses peut-être ces moments, toi qui souffres, toi qui es encore dans cette situation, regarde aujourd'hui. Peut-être que tu diras, oui, Nadège a eu de la chance. Oui. Et si elle a eu de la chance, toi aussi, tu peux avoir cette chance. Continue à croire. Peut-être tu n'emprunteras pas le même chemin qu'elle. Elle a pris beaucoup de risques. Elle aurait pu y rester. Mais continue à croire à ta bonne étoile. Continue à croire à Dieu. Et Seigneur ouvrira forcément un chemin. Enverra forcément un ange pour venir toi aussi te secourir. Donc, pour un monde meilleur, vivons dans l'amour parce qu'il n'y a pas plus grand pouvoir que l'amour. Aimons-nous les uns les autres et à toutes ces personnes, sachez que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Et de son histoire, elle voulait aussi sensibiliser sur le danger de la traversée. Je sais que on dira que oui, on veut chercher un avenir meilleur, mais au péril de notre vie. Je comprends et je ne condamne pas du tout les gens qui traversent parce que si ils traversent, c'est qu'il y a une raison. Mais réalisez combien de personnes périssent chaque jour, qui perdent leur vie. Alors que si tu as peut-être 2000 €, tu peux peut-être faire un commerce chez toi et arriver à cette vie meilleure. Ou pourquoi pas cotiser jusqu'à ce que tu auras beaucoup plus et après prendre un chemin où tu prends moins de risques. Ça, je crois qu'on ne sensibilise pas assez sur le danger de la traversée. On voit plutôt des gens qui viennent, ils ont réussi, mais et combien même comme tu traverses, tu peux traverser et arriver ici et périr. Elle a dormi dehors et dormir dehors, elle aurait pu faire une mauvaise rencontre. Et donc, de cette histoire, vous allez entendre beaucoup d'autres histoires ici. Et si toi aussi, tu as une histoire à raconter, une histoire bouleversante qui peut enseigner, édifier, un parcours de vie, un témoignage qui peut relever les autres, qui peut faire grandir, qui peut fortifier les autres, n'hésite pas à nous contacter sur notre adresse mail ou également tout simplement nous écrire un message, nous faire un commentaire et nous n'hésiterons pas de revenir vers toi afin de pouvoir recueillir ton témoignage avec bienveillance et amour et de pouvoir le retranscrire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager également aux autres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.